quand on disait que quelqu'un vient de la faculté d'ethnologie, en fait, on voulait dire que c'est quelqu'un qui vient d'une école, d'une des plus grandes écoles de la Caraïbe, il fait un temps, et après d'une des plus grandes écoles du pays. Et peut-être aujourd'hui, ça a changé. Je ne sais pas si ça a changé ou pas. Mais en fait, quand on parle d'études d'ethnologie, il y a un ensemble d'éléments qu'on a en commun, d'accord, qui nous rendent semblables entre nous, mais aussi qui nous rendent différents des autres. On disait aussi que c'est des tapageurs. C'est des tapageurs, donc ils peuvent, c'est des tapageurs, ils peuvent semer le trouble. Donc, c'était aussi des éléments, mais ça ne voulait pas dire que, par exemple, tous les étudiants, toutes les étudiantes de la faculté d'ethnologie étaient des gens brillants. Donc, il y avait naturellement beaucoup de personnes, d'accord, qui sont brillants, mais quand on disait que, ah, tu viens de la faculté d'ethnologie, même si tu étais le plus beau crétin du monde, on te prend pour quelqu'un qui est brillant intellectuellement, d'accord? Et d'autres personnes qui ne fréquentaient pas la faculté, en fait, si vous les rencontrez dans les camionnettes, disaient que, par exemple, moi, je viens de la faculté d'ethnologie et j'étudie la comptabilité. Voilà, par exemple, on sait qu'il n'y a pas une science qui s'appelle comptabilité à la faculté d'ethnologie. Donc, mais la personne, écoute, veut juste s'identifier à, à- à ce groupe-là en fait, ce groupe-là qui forme ce qu'on appelle les étudiants de la faculté d'ethnologie. Donc, maintenant, on a dit que l'identité est un élément dynamique, complexe, résultant d'une combinaison, d'un brassage accent sur le passé, le présent, le futur. Donc, ces trois moments de la vie d'une personne est très, très important à prendre en compte quand on parle d'identité. Son passé, d'accord? Son passé, ça inclut aussi son origine, d'accord? L'origine sociale, d'accord, de l'individu. Donc, est important à prendre en compte dans son identité son présent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est, qui on est présentement, qui on est par rapport aux autres, d'accord? On se questionne par rapport aux autres, on se présente, d'accord, et on affirme son identité par rapport aux autres, mais parfois on affirme certaines identités et on laisse tomber certaines identités. Mais je crois qu'il est important aussi de vous rappeler que, en fait, on n'a jamais une seule identité. On n'a jamais une seule identité, on a toujours de multiples identités. C'est-à-dire, on est en même temps professeur, on est en même temps père de famille, on est en même temps président de la République, on est en même temps, je ne sais pas, joueur de cartes. On est en même temps un bon ami, un bon papa, vous voyez, un bon enseignant, on est en même temps un bon étudiant. C'est-à-dire, on peut, dans une situation donnée, c'est-à-dire, je vais prendre Novens, même si je ne te connais pas Novens, je vais le dire comme ça. Écoute, Novens peut être père d'un enfant. Donc, quand Novens est à la maison, même si Novens enseigne, soit à l'université ou dans une école secondaire, Novens est à la maison. C'est pas l'enseignant qui est à la maison. C'est-à-dire, à la maison, quand il aide son enfant à changer sa couche, c'est le père. D'accord? C'est le père qui est là. Donc maintenant, quand il laisse la maison, il prend le bus, d'accord? Ou il prend une camionnette. Donc c'est un passager. Il est dans son identité de passager. Maintenant, quand il laisse la camionnette, il est dans la faculté, c'est un étudiant. Vous voyez, et quand il laisse la faculté d'ethnologie pour aller enseigner là où il enseigne, c'est maintenant un professeur, un enseignant. Donc, pour vous dire que, c'est-à-dire, pendant une journée, on peut performer dans 5, 6, 7, 8, 10, 12 identités. D'accord? Et quand Novens est en face d'une belle femme créole, c'est le gentleman qui est là. Donc, c'est juste pour vous dire que on n'est pas figé dans une identité. D'accord? Tout comme par exemple, les Haïtiens ne sont pas figés dans le vaudou, par exemple. En fait, il y a des Haïtiens qui sont musulmans, d'accord? Il y a des Haïtiens qui sont chrétiens, protestants, adventistes, pentecôtistes, et qui sont aussi vaudous. Même dans le vaudou, par exemple, on n'est pas figé dans un seul vaudou.
il y a Vaudouvi, d'accord? En fait, il y a Guinée, d'accord? Il y a l'OHT. En tout cas, on peut être dans le vaudou, être dans des sociétés secrètes, d'accord? Bizango, Bamana, donc Brengendeng. Donc, c'est-à-dire, quand on est dans le domaine de l'identité, on est toujours dans un domaine fluide, d'accord? Pour reprendre Bauman, d'accord? On est dans ce qu'on appelle la fluidité. Et on est toujours, on peut passer d'une identité à une autre et on n'est pas forcément conscient quand on laisse une identité pour entrer dans une autre identité. Donc, ça, c'est important. Maintenant, en fait, à travers son texte qui s'appelle Self, Mind and Society, en fait, George Herbert Mead nous dit que le soi constitue une synthèse entre le moi et le je. C'est-à-dire, quand on parle d'identité individuelle, il y a ces deux éléments-là qui rentrent en ligne de compte, le moi et le je. Le moi, pour sa part, est en effet l'individu en tant qu'objet pour lui-même, d'accord, représentation de ce que se fait, de ce qu'il se fait de lui-même. Et dans la mesure où il tient un jugement sur les attitudes d'autrui. Donc, c'est-à-dire quand on parle d'identité, en fait, l'identité individuelle, on est dans le jeu, d'accord? Et le jeu, entre le jeu et le moi, il y a ce qu'on appelle un rapport. Et c'est dans le rapport du jeu au moi que l'individu se définit par rapport aux autres, d'accord? Donc, et le jeu se rapporte aux sentiments propres de l'individu, donc pour lui-même. Tandis que quand il parle du moi, le moi, c'est par rapport aux autres. Donc, mais tout cela participe de ce qu'on appelle des valeurs, des attitudes que l'individu intériorise. Ainsi, on peut dire que l'individu, il forge L'individu forge son identité à travers les interactions sociales. Donc, comme vous voyez dans le schéma ici, donc, c'est une bonne manière de représenter l'identité à travers des codes qui sont tissés entre différentes personnes. Donc, euh, mais à travers différentes personnes, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle un rapport individu-individu, c'est-à-dire interindividuel, d'accord? Mon rapport avec mon père, mon rapport avec ma mère, mon rapport avec mes frères, mon rapport avec mon professeur, d'accord? À travers tous ces rapports, on forge son identité, d'accord? Donc, son rapport avec sa blonde, c'est-à-dire avec sa copine, donc, ou avec son chum, donc dans tous ces rapports, ces modes de rapport, on forge son identité. Donc, ainsi, pour Goffman, par exemple, l'interaction implique une influence réciproque entre ces différents acteurs. D'accord? Quand on parle d'interaction, dans le langage de Goffman, c'est des influences réciproques. C'est-à-dire, si vous regardez le monsieur avec le t-shirt jaune, par exemple, ce monsieur-là influence, d'accord, le monsieur en bleu, tout comme la dame qui est en rose, ici avec son corsage rose, c'est-à-dire sans qu'on ne se rende pas compte, on est toujours dans ce qu'on appelle, ce que Goffman appelle l'influence réciproque entre les acteurs. C'est-à-dire les acteurs qui sont en coprésence, c'est-à-dire qui sont présents dans un espace donné où il y a des relations qui se tissent, il y a toujours l'influence. C'est-à-dire, autant que moi, je peux vous influencer en tant qu'enseignant, vous pouvez aussi m'influencer en tant qu'étudiant. Et l'influence est toujours réciproque, et c'est parce que les influences réciproques que Goffman les appelle l'interaction. C'est-à-dire l'interaction dans le langage de l'interactionnisme symbolique, ça veut dire une influence réciproque. Donc, maintenant, pour l'identité collective, l'identité collective, Olivier nous dit que l'identité collective renvoie à ce qu'un groupe a en commun et ce qu'il fait des autres dans ce qui le rend différent. En fait, d'abord, ce que le groupe, qu'est-ce qu'ils ont en commun?
On peut prendre les Haïtiens, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Regarde, regarde, si on réfléchit un peu sur la question du canal de Wanamet, c'est un bon exemple de réflexion. Moi, je vais prendre cet exemple tout au long du cours parce que ça m'a vraiment permis de réfléchir sur peut-être le changement est possible. Écoute, ça m'a permis de dire, écoute, le changement est peut-être possible. Pourquoi pas? C'est-à-dire, parce que des Dominicains ont décidé ou disent qu'on n'a pas le droit de construire un canal en Haïti, il y a toute une mobilisation politique, identitaire, d'accord, autour du canal. Et comme je l'avais dit lors de notre dernier cours, on n'a pas vu de différence entre protestants, catholiques, vaudouisants, etc., etc. Mais comme d'habitude, par exemple, c'est les vaudouisants qui ont donné le coup d'envoi. Et ça, c'est symbolique parce que c'est comme ça, notre trajectoire de peuple a été toujours, ça a été toujours comme ça. Donc, les vaudouisants, c'est eux qui donnent le coup d'envoi. En fait, si vous vous rappelez du bois caïman, ça a été comme ça. Donc, c'est-à-dire, l'histoire se répète un peu et c'est normal parce que les, les vaudouisants, les vaudouisants, de mon point de vue, ont une mission, je dirais, en fait, théologico-politique. C'est fait dans le sens que, par exemple, en fait, la cérémonie du bois caïman constitue un mythe fondateur de la nation haïtienne. Donc, les vaudouisants, dans leur conception du monde, ils pensent qu'ils ont une mission, d'accord, en tant que Guinéen, genre de protéger, de prendre en fait, de prendre la relève, mais aussi de continuer le travail des ancêtres, ce qui est normal. Mais par-dessus tout, en fait, regardez comment des églises ont débarqué sur le canal, mais quand ils sont sur le canal, écoute, il n'y a pas un message, je veux dire, anti-vaudou. D'ailleurs, ce qu'on ne comprend pas, c'est que on ne peut rien construire dans la division. La preuve, c'est que quand les vaudouisants, les protestants, les chrétiens, les athées aussi, d'accord? Donc, il faut pas les oublier, hein. Donc, il y avait toujours des athées, d'accord? Est-ce qu'on peut dire qu'on ne peut pas être noir et être athée? Bien sûr, on peut être noir et être athée. On peut être noir et être philosophe, on peut être noir et homosexuel, on peut être noir et hétérosexuel, on peut être noir et vaudou, d'accord? Et chrétien, d'accord? On a le droit. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est être noir et renier sa négritude, renier. Et il ne faut pas renier son origine, il ne faut pas renier Saline, il ne faut pas renier Capois Christophe, tous ceux qui ont combattu pour la liberté. Et au nom de la liberté, même de ce qu'on a construit en 1804, on a le droit de pratiquer n'importe quelle religion. Il suffit qu'on respecte les valeurs de nos ancêtres. Ça, c'est important. Ça, c'est ma démarche. Donc, pour revenir à l'identité collective, c'est-à-dire, même si Novens ou Bertin est catholique, Novens est protestant, écoute, ils ont une identité collective qui, d'accord, qui transcende leur individualité, leur façon de penser individuellement. Donc, mais ils sont haïtiens. Et quand on dit ils sont haïtiens, ils ne sont pas, on n'est pas seulement haïtien à partir d'un passeport, d'une pièce d'identité, d'un document d'identité. On est haïtien parce qu'on a une manière de penser commune. On a une perception du monde commune quand on parle en tant qu'haïtien, comment il est bam. Bon, c'est-à-dire quelque chose si on essaie, tu sais, est-ce que vous saviez par exemple, même dans une salle de cours à Québec, on n'a même pas le droit de citer le mot nègre, par exemple. Au Canada, vous n'avez pas le droit, par exemple, vous pouvez être renvoyé comme professeur si vous citez le mot nègre. Et voilà que si je vous appelle ou vous m'écrivez, en fait, c'est facile de dire en fait, ma forme, nègre pas. Comment il nègre en forme? Écoute, parce que l'indépendance d'Haïti a fait du mot nègre non pas une injure, d'accord, comme l'a voulu l'Occident, mais plutôt une manière de dire humain. Et ça, on l'a en commun, d'accord?
notre manière, en fait, cette façon qu'on se voit dans le monde par rapport à ce qu'on a fait de l'esclavage, du système esclavagiste, par rapport à, en fait, parce qu'on est le seul peuple qui, d'accord, a conquis la liberté de cette manière-là. Donc, ça, on l'a en commun, que l'on soit vaudouisant, protestant, catholique, peu importe. Donc, ou que l'on soit athée. Donc, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ensemble, on est plus fort. Et ensemble, hein, donc, on a une mission en commun. Donc, l'identité collective, c'est ce qui transcende. C'est-à-dire, si vous prenez, si vous prenez par exemple euh, un hologramme. Quand vous voyez un hologramme, par exemple, en fait, vous le mettez au soleil, vous ne voyez pas une couleur ou les couleurs comme ça. Vous voyez genre des couleurs qui scintillent, qui forment un tout, d'accord? Qui forment un tout, un ensemble. Donc, c'est le meilleur, c'est la meilleure image que j'ai en tête de l'identité collective. Donc, c'est-à-dire, c'est un ensemble de choses qu'on a en commun, d'accord? Et qui nous rend différents des autres peuples, d'accord? Et qui nous rend uniques au monde. Donc, et ça, par exemple, c'est plus que le protestantisme, c'est plus que le vaudou, c'est plus que la langue créole, mais c'est aussi la langue créole, le vaudou, d'accord? C'est aussi, par exemple, l'histoire qu'on a avec le protestantisme également. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toute une haïtianisation du christianisme. Ne pense pas, parce que moi, je pense que les gens, ils confondent ça, l'imaginaire et le réel. C'est-à-dire, ne pense pas, par exemple, que les Haïtiens ont la même conception du Dieu. En fait, un Haïtien chrétien, même un Haïtien chrétien, il a la même conception de Dieu qu'un Américain, par exemple, ou qu'un Canadien. Non, 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 ils n'ont pas la même conception de Dieu. Dieu n'est pas construit collectivement par les Haïtiens de la même manière que les autres. Et ceci, ça a un rapport à l'histoire sociale, à l'histoire politique du pays. D'accord? Donc, qui étaient nos leaders religieux, par exemple, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc, quand on parle de l'identité collective, pour revenir à nos propos, c'est-à-dire c'est un ensemble de traits communs que possède une collectivité. D'accord? Par exemple, quand on parle d'identité collective, on peut le voir un peu global, les Haïtiens, mais on peut, par exemple, à travers Haïti, par exemple, voir différentes communautés, en fait, différentes communautés avec différentes identités collectives. Par exemple, Monocap, qui en façon, ils parlent, d'accord, ils ont le hacké, en fait, j'appelle ce langage comme ça. Donc, c'est un sociologue hacké, par exemple, la façon dont ils parlent, on peut facilement les identifier. Pour dire, ah, et toi, tu viens du Nord, hein? Où tu vois, le Grand Nord a une manière, mais aussi le Cap haïtien, par exemple, a sa manière de s'exprimer. Donc, il y a d'autres espaces qui ont d'autres manières, pas seulement dans la façon de s'exprimer aussi, mais dans la façon, dans la façon d'être et la façon de vivre, par exemple. Donc, il y a des communautés qui sont plus tolérants, moins tolérants. Donc, tu dis, ah, tel quartier, mon boy, c'est pas joué, non. Donc, tu vois, là, tu bonnet, grand monde pas jouer. Ça a un rapport avec toute une cosmogonie, toute une façon de se placer par rapport aux autres départements. Quand on dit la Tibonite, grand monde pas jouer, c'est l'histoire sociale de ce lieu avec le vaudou. Donc, en fait, dans l'Artibonite, et écoute, en fait, comment je peux dire ça? Il y a deux sites importants de vaudou, par exemple, la Kousoukri, la Koubadio, etc. Donc, sans compter des milliers de péristyles un peu partout. Donc, la Tibonite, il est courant de trouver quelqu'un qui est à la fois chrétien et vaudou. D'accord? Donc, parce que il peut être vaudou le soir ou à partir de minuit, il est vaudou et toute sa journée, pendant toute sa journée, il est chrétien, un bon chrétien, d'accord? Euh, d'un missionnaire. Donc, c'est juste pour vous dire, quand on parle d'identité, on ne parle pas de quelque chose figé. Parce que cette personne s'est convaincue qu'il est chrétien, il est baptisé, d'accord?
donne les dîmes, les offrandes, d'accord, dans tous les cultes, mais à minuit, 2 heures du matin, il y a d'autres activités. D'autres activités qui, écoute, qui ne sont pas forcément des activités catholiques ou protestantes, mais c'est des activités vaudou. Mais c'est des complexités qu'on ne peut pas ignorer. On peut faire semblant que, écoute, ça n'existe pas. Mais non, c'est pour vous dire que c'est complexe, l'identité. Bon, on va passer à un autre slide. Donc maintenant, l'identité est considérée comme étant le produit d'une représentation sociale d'un groupe donné vis-à-vis d'un autre groupe. C'est-à-dire, quand on parle d'identité, c'est toujours, l'identité collective, c'est toujours par rapport à un autre groupe. C'est-à-dire, comment mon cap, ouais, yo, par rapport, par exemple, au reste du pays. Comment les gens de chaque mail, par exemple, comment ils se voient par rapport aux autres. Et il y a une manière de se voir comme Jacques Mélien, d'accord, par rapport au reste. Les Caïens ont une manière de se voir. Ils ont une manière de s'habiller, par exemple. Ils ont une manière de parler caïen, d'accord? Et c'est valable pour Jérémie, c'est valable pour, en fait, toutes les communautés, c'est-à-dire tous les espaces sociaux où les gens ont certaines choses en commun, ils partagent des valeurs en commun. Donc, et ces valeurs qu'ils partagent en commun, ils sont toujours en opposition par rapport aux autres. Donc, c'est-à-dire il y a toujours une représentation de notre groupe par rapport à notre groupe. Donc, nous, on n'est pas comme les autres. Et ceci même dans d'autres on peut réduire ça à des églises, par exemple. Si, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui sont catholiques, par exemple. Quand vous voyez les mèges, qui d'autres groupes de l'Église catholique, en fait, ici, en fait, il y a plusieurs groupes, mais ils se construisent différemment par rapport à leur charte, à leurs valeurs. Donc, écoute, un mégiste, ça ne fait pas ça. Un mégiste, ça fait comme ça. Et tu vois, on se comporte comme ça si on est scout. Donc, c'est-à-dire, quand on est scout, on partage une identité et à travers le monde, par exemple, un scout, ça se reconnaît. C'est pareil pour un militaire américain. C'est pareil pour d'autres groupes, d'accord, en fait, d'extrême importance, d'accord? Donc, en fait, un scout, il arrive au Canada, il va retrouver d'autres scouts, on va l'intégrer facilement, parce que c'est comme, on va le voir comme un frère. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est au nom de ce qu'on appelle la représentation sociale d'un groupe donné vis-à-vis d'un autre groupe. Donc, ils se voient par rapport aux autres. Donc, ils ont une mission en tant que scout. Ils se voient dans le monde comme ça pour aider, En tout cas, ils ont leur motto, ce qu'on appelle en fait, leur slogan, leur devise, etc. Donc, c'est tout ça qui participe à leur construction sociale donc, à travers le temps. Donc, Pegram, qui est un chercheur qui a évolué au Canada, en fait, il a fait une étude intéressante sur l'identité des Haïtiens et surtout des Haïtiens immigrants par rapport et qui sont adeptes du hip-hop. Et cette étude, il l'a réalisée à Montréal et et il suggère que la construction sociale, à partir de ce qu'il a étudié sur les Haïtiens, il suggère que la construction sociale de l'identité, d'accord, des Haïtiens est, selon lui, fonction de la manière dont ces individus ont intégré certains groupes sociaux. C'est-à-dire, si ces Haïtiens, selon lui, ont intégré des groupes, en fait, des groupes sociaux, en fait, plus on est intégré dans notre société, moins on a intérêt à mettre en avant son identité. Donc, comme en fait, en fait, il dit, Therefore, this particular construction of social identity constitute a measure of thought regarding all people they say themselves. Ils se voient comment ils se voient, comment par rapport à d'autres groupes culturels, en fait, ils jugent les autres, mais aussi leur jugement par rapport à eux-mêmes aussi, comme groupe. Donc, et tout ceci pour vous dire quoi? C'est-à-dire, on est, on n'existe pas, on n'est pas en vase clos, on est en liaison avec les autres et cette connexion prend en compte notre trajectoire, la façon dont on veut évoluer, mais plus on intègre en fait, plus on est intégré dans une société, dans une autre société,
c'est moins en fait, on sera apte ou on aura voulu mettre en avant, par exemple, on va dire, son unicité. Donc, par exemple, les Haïtiens qui sont très intégrés, donc, en fait, selon lui, ont moins tendance, par exemple, à mettre en avant le vaudou ou la langue créole, donc, ou d'autres éléments. C'est pas parce que ces éléments n'existent pas ou ne sont pas importants, bien sûr, ces éléments sont importants, mais c'est parce que, par exemple, à travers les autres groupes, donc, ils vont se mettre en avant d'autres identités, par exemple, peut-être une identité professionnelle, ils vont plus se voir comme professionnel que comme haïtien, par exemple. Donc, ou comme créolophone, par exemple. Donc, s'ils s'intègrent, s'ils arrivent à intégrer, donc, ils vont plus se voir comme peut-être francophone, moins comme créolophone, mais c'est parce que, en fait, il n'est pas créolophone. Donc, au besoin, il peut mettre en avant, ou elle peut mettre en avant l'identité créolophone. Donc, moi, je le fais tout le temps. Donc, quand je travaille ou dans mon milieu de travail, si je rencontre quelqu'un qui parle créole, qui parle le créole, qu'il soit martiniquais, guadeloupéen ou haïtien, donc moi, en fait, je prends toujours le plaisir de parler en créole avec les autres. Donc, mais je ne vais pas parler avec un Québécois et je commence à parler en créole, ça n'a aucun sens. Mais parler en créole avec d'autres personnes créolophones, ça a beaucoup, en tout cas, ça procure toujours un bien-être pour les autres, pour moi aussi, d'ailleurs. Donc, et les recherches ont montré que les gens, quand ils parlent dans leur langue, écoute, il y a beaucoup de bonheur qui se partage. Donc, dans cette optique, euh, d'après tout ce qu'on vient de dire, donc, le nous, le nous constitue ce qu'on appelle l'épine dorsale de l'identité collective. C'est-à-dire, quand on parle d'identité collective, il y a toujours un nous. Et un nous qui est en opposition avec les autres. D'accord? Et ceci, c'est en perpétuelle opposition. Donc, ce nous se construit. En fait, on va le dire comme ça. Supposons que c'était les Américains qui n'avaient pas voulu que le canal de Wanamètre se construit. Il se pourrait bien que, par exemple, il se pourrait, je ne suis pas sûr de rien là. Donc, en fait, cette vague qu'il y a eu là, peut-être qu'il n'y aurait pas ça comme ça. Peut-être que ce serait plus. Mais moi, j'ai l'impression que, parce que c'est les Dominicains, parce que les Haïtiens, en fait, conçoivent, malheureusement, c'est le cas, ce que je vais dire, mais c'est dommage, conçoivent les Dominicains comme étant un peuple inférieur. Pour certains, c'est même pas un peuple, c'est juste un groupe de personnes qui est à côté de nous. Donc, en fait, ce qui existe, c'est l'île d'Haïti, les Haïtiens. Donc, mais, mais les Dominicains, depuis toujours, ont construit leur nationalisme, leur identité en opposition aux Haïtiens. Et c'est ce qui a fait le succès de la République dominicaine. Et les Haïtiens, là, ils comprennent rapidement que en fait, peut-être on a passé en fait, tout notre temps euh, à s'opposer à l'Occident. Je ne dis pas que c'est pas important, c'est très, très important. Le contexte historique l'a prouvé, c'est important. Mais peut-être que, par exemple, mais peut-être que en s'opposant à notre voisin le plus dominicain, donc, ça a apporté plus de fruits. Donc, de ce que je comprends, en fait, là, je parle vraiment dans un contexte précis, le canal de Wanamètre. Faut dire quoi? C'est que un groupe d'Haïtiens décide que oui, on va le faire. Et il n'y avait pas il n'y avait, en fait, c'était pas possible. Quand je dis c'était pas possible, il n'y avait pas le moyen. Regarde, on n'a même pas de gouvernement, on n'a aucun élu. D'accord? On est le seul pays du monde où, présentement, il n'y a aucun élu. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, politiquement, on n'existe pas. Politiquement, on n'existe pas. On a juste, une poupée à la primature. Donc, mais on n'a pas de dirigeant élu. D'accord? On n'a pas de dirigeant légitime. Et c'est à ce moment qu'on n'a pas de dirigeant.
d'accord, élus, on n'a pas de dirigeants légitimes, en fait, tu vois, tu sais, vous voyez? Donc, et c'est à ce moment même qu'on arrive à faire cette belle réalisation et on l'a fait au nom de nous, nous-mêmes haïtiens qui te fait 1804, nous pas contre des phénomènes monde. Nous-mêmes haïtiens qui fait 1804, nous pas contre l'État blanc. Nous-mêmes haïtiens 1804, question, ouais, question ça, nous pas contre des phénomènes monde. Et c'est au nom de tout ça, d'accord, qu'on arrive à mobiliser le monde entier autour de ce qu'on appelle le canal de Wanamètre. Et le canal Wanamètre là permet que nous-mêmes, nous, peut-être nous, les gens, comme peuple, mais également les autres nous voient aussi autrement. Moi, j'ai rencontré des Canadiens qui me parlent vraiment, qui disent, écoute, moi, je suis là, que les actualités, c'est magnifique. Écoute, j'ai jamais su qu'il y avait ça, donc que les Haïtiens pouvaient faire des choses, parce que quand vous rencontrez un étranger, écoute, le pays, en fait, les Canadiens, c'est comme une maladie. Quand vous rencontrez les Canadiens, ils vous parlent de Duvalier. Si c'est quelqu'un qui est âgé de plus de 40 ans, 50 ans, vous parle de Duvalier. Et ceux qui sont âgés de moins que 40-50 ans vous parlent de 12 janvier. C'est comme s'il y a deux manières d'identifier Haïti, soit par le tremblement de terre politique ou la dictature, donc, ou par le tremblement de terre en fait, qu'on a connu là, naturel, qui était le 12, en fait, qui était le 12 janvier 2010. Donc, c'est-à-dire c'est par la tragédie qu'on reconnaît Haïti. On ne connaît pas Haïti pour ses belles plages, pour ses beaux quartiers, pour sa belle langue, d'accord, pour tout ce qu'on a accompli dans le monde, d'accord. On a participé à l'éducation des Canadiens, notamment des Québécois, mais on n'a pas reconnu Haïti pour tout ça, d'accord. On a reconnu Haïti, écoute, c'est du allié tremblement de terre. Donc, vous voyez? Donc, maintenant, à partir du canal de Wanamep, on commence à avoir un autre regard. Donc, c'est juste pour vous dire que comment un événement peut mobiliser ce qu'on appelle l'identité, peut mobiliser le sentiment d'appartenance. Haïtiens, de tous côtés, écoute, ils ont leurs yeux braqués, rivés sur le canal. Rien que, par exemple, parce qu'ils ils y trouvent un minimum de fierté. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on ne peut pas parler d'identité sans, en fait, en laissant de côté cet aspect qui est très, très, très important, en fait, notamment dans le canal de Wanamé. Donc, euh, Christian Taubira, qui est en fait, une ancienne ministre en France, en fait, elle dit quelque chose dans son texte qui s'appelle L'esclavage en fait, expliqué à ma fille. Pour lui donner vitalité, elle parle de l'identité collective, pour lui donner vitalité et consistance, il nous faut en renaître, en reconnaître l'étendue, la diversité, la disparité, admettre sa part d'imprévisible, d'irrationnel, comprendre cette quête d'identité particulière, cette aspiration au groupe, ce besoin de s'agréger au plus près avec ses semblables et savoir leur opposer la beauté, la force, mais aussi la nécessité d'appartenir ensemble et non par fragments. Donc, cette citation de Taubira nous montre encore une fois l'importance de l'identité et comment, par exemple, les gens, ils veulent, en fait, ils veulent, en fait, ils veulent se montrer différents dans le monde. Bon, en fait, pour résumer un peu ce qu'on a dit, quand on parle d'identité, quand on parle d'identité individuelle, en fait, c'est le soi qui s'oppose du non-soi, c'est-à-dire le clos sur lui-même. Quand on parle d'identité collective, de l'identité collective, donc c'est le nous, d'accord, qui s'oppose aux autres, d'accord? Il nous clôt sur nous-mêmes. Donc, on a dit que l'identité ou les identités sont toujours multiples. Les identités sont toujours dynamiques et les identités sont toujours évolutives.
Quand on parle d'identité culturelle, par exemple, l'identité culturelle regroupe, en gros, tout ce qui est en commun avec les membres du groupe. Par exemple, quand on parle de vaudou, vaudou est une identité culturelle. Tout comme le protestantisme, d'accord, ou la chrétienté, ou le christianisme, d'accord, est une identité culturelle. C'est-à-dire, ces personnes-là, d'accord, les adeptes, ils partagent les règles, ils partagent les valeurs, ils partagent les normes, d'accord, et ils partagent certains codes entre eux. Donc, en d'autres mots, l'appartenance à une culture se traduit par l'adhésion aux normes et aux valeurs de cette culture. Donc, c'est-à-dire, si je dis que euh, je suis vaudou, d'accord, cela veut dire que j'adhère aux normes et aux valeurs de cette culture. Donc, si je dis que je suis haïtien, cela veut dire que j'adhère aux normes et aux valeurs de la culture haïtienne. Mais ce qu'il faut comprendre, quand on dit adhérer aux normes et aux valeurs, ne veut pas dire pratiquer. Ça, c'est important. Donc, parce que quand c'est comme, c'est comme pour ce qu'on appelle pour les Américains. Les Américains, si vous voyez en fait, leur monnaie, In God We Trust, donc en Dieu nous croyons, écoute, un président américain s'apprête serment en fait, avec une Bible. Donc, la main sur la Bible, ça prête serment. Donc, en fait, en regardant la société américaine, on a l'impression que c'est la société vraiment la plus chrétienne au monde. D'accord? Et les Américains adhèrent aux normes et aux valeurs de ce qu'on appelle la chrétienté. Donc, le président, il prête serment, d'accord, au nom de Dieu, d'accord, et tous les discours se terminent par avec God bless you, d'accord, God bless America. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la culture. Mais cela ne veut pas dire pour autant que, que forcément, ces présidents-là ou ces hommes d'État-là sont des chrétiens. Non, non, non. C'est juste des normes sociales, d'accord? Et ces normes sociales, d'accord, depuis la fondation de l'État américain, donc ils ont adhéré à ces normes. Ils disent, écoute, nous, on va construire la société de telle manière, écoute, on va avoir telle conception de Dieu, écoute, et c'est ça. Bon, mais ça ne veut pas dire pour autant, par exemple, tous les Américains sont croyants. Non, écoute, et moi, je crois que c'est pas un peuple qui est si croyant que ça. Et puis, même cette croyance-là, par exemple, si vous comprenez bien, ou vous faites une étude approfondie, vous allez voir les Américains croient dans un Dieu très matérialiste, hein. Ils parlent de blessing, c'est-à-dire sur la bénédiction. Et quand on parle de bénédiction aux États-Unis, on parle vraiment de la bénédiction matérielle. Donc, en fait, c'est pas ce Dieu-là, en fait, d'accord, qui parle de la nouvelle naissance, de la régénération, du pardon. Donc, on est dans un Dieu, par exemple, qu'on prie pour aller en guerre. Donc, vous voyez, donc, la conception de Dieu est importante. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'erreur de laisser Dieu aux Occidentaux, hein. Donc, et d'ailleurs, on n'a pas le même Dieu en fait, que les Occidentaux forcément. Donc, moi, je crois que il faut valoriser notre protestantisme, écoute, essayer de indigéniser plus que possible, c'est-à-dire l'Église haïtienne doit être vraiment une Église haïtienne qui ne se construit pas à l'image d'une Église blanche où il y a un missionnaire qui vient. Et là, dès qu'on est dans cette démarche-là, on est dans le néocolonialisme. Et c'est ce qui pose problème en Haïti. Ce n'est pas la chrétienté en soi qui pose problème, c'est la manière de penser la chrétienté. On continue à penser la chrétienté à travers le schème occidental, à travers le schème néocolonialiste, et puis on regarde ce qu'on a. Donc l'Église est censée être responsable de ce qu'on est en train de vivre. Donc, quand on comprend, il y a tellement de personnes qui croient en un Dieu qui peut tout faire, et puis ils laissent le pays.
Donc, si votre Dieu peut tout faire, écoutez, il faut le prier pour sauver Haïti. Donc, à moins que votre Dieu ne peut rien faire, mais s'il est capable de tout faire, maintenant, il faut demander à votre Dieu, d'accord, de nous aider avec les gangs armés. Ce serait très intéressant. Donc, nous, là, juste pour vous dire quoi? Donc, ce même discours-là, on peut le transférer dans le monde religieux vaudou, par exemple, pour dire, écoutez, il faut demander aux lois aussi de sauver Haïti, de sauver le pays. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Ce qui se passe dans la réalité et qui peut nous sauver, c'est le respect des normes, le respect de la Constitution et il faut sauver la justice. Regarde, depuis quand on n'a plus de justice? On n'a plus de justice qui fonctionne. Donc, et la loi, écoute, on ne peut pas construire une société sans loi. Donc, moi, je crois que c'est de ce côté-là qu'il faut orienter le débat, c'est construire la nation haïtienne, il faut construire ses institutions. Ces institutions, il faut construire ces universités. Regarde comment fonctionne notre université. D'accord? Ça fonctionne écoute, comme n'importe quel groupe armé. Donc, d'accord, c'est la loi du plus fort. D'accord? Donc, mais ça, c'est pas la religion qui est responsable. Ce qui est responsable, encore je le répète, c'est notre moralité. Notre moralité est au plus bas. Donc, on ne respecte plus la loi, on n'a plus plus d'éthique, on ne respecte plus les règles. Donc, on transforme le pays réellement en un champ en un champ pour les bêtes sauvages. Donc, ce qu'il faut penser, donc, quand on parle de l'identité, culturelle, c'est toutes ces valeurs, toutes ces règles qu'on, auxquelles on s'adhère, mais aussi qu'on comprenne que c'est comment les améliorer dans les relations sociales, comment les appliquer dans les relations sociales. Donc, moi, je pense que, en gros, c'est ce qu'il faut faire. Donc, maintenant, en fait, j'ai mis pour vous une photo d'un des grands, là, d'accord, du vaudou, Beauvoir, je crois, si je me trompe pas. Donc, Marty Pilar nous dit que l'identité culturelle est ce par quoi se reconnaît une communauté humaine. Donc, quand on parle d'identité culturelle, c'est ce par quoi on se reconnaît en tant que communauté. D'accord? En tant que communauté humaine, sur le plan social, d'accord? Sur le plan politique, sur le plan régional, sur le plan national, ethnique et religieuse. Donc, en termes de valeurs, de pensée, d'engagement aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'identité culturelle sans engagement. Et on peut comprendre les remous qu'il y a autour de, de, de la déclaration de la chanteuse Tafa. Donc, parce que quelqu'un qui est chrétien, quand il entend les propos, même si les propos ont été déplacés dans leur contexte, et, d'accord, on a un peu déplacé les propos, mais en fait, en dehors du déplacement, en fait, je pense, qui a qui a été fait de son propos, mais il faut comprendre, par exemple, en fait, la question d'engagement. Moi, c'est ce que j'ai suivi. J'ai suivi la question d'engagement du côté de ceux qui sont adeptes du vaudou, qui supportent la déclaration de Tafa, et d'autres qui sont, en fait, on va dire, des adeptes chrétiens qui, eux, écoutent, qui sortent de la gang. Hein. Moi, ce qui est bizarre, c'est que des personnes que je ne pensais pas qui étaient chrétiens, en tout cas, qui n'allaient pas défendre cette position-là, étaient en train vraiment de boxer. Hein. En fait, c'était comme un combat de boxe, mais de boxer l'artiste avec des propos un peu qu'on doit condamner. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on n'accepte pas que les autres ont des, euh, des points de vue différents. Mais on a le droit d'avoir des points de vue différents, on a le droit d'avoir des conceptions différentes. Donc, moi, c'est ce que je pense. Donc, quand on parle d'identité culturelle, donc, ça fait toujours polémique. Et ceci dans toute société.
D'accord? Ça fait polémique dans toute société. Donc, aux États-Unis, par exemple, donc, en fait, les Américains qui sont musulmans, donc, écoute, c'est difficile pour eux de vivre leur religion. Donc, sans qu'on ne les accuse pas de terroristes ou qu'on ne pense pas qu'ils sont des terroristes. Donc, c'est comme genre, quand vous voyez même dans les films, là, quelqu'un qui est musulman, on a tendance à le présenter comme un terroriste. Et les musulmans sont toujours en train de se justifier. Tout comme par exemple les vaudous en Haïti. Les vaudouisants, les vaudous en Haïti, ils sont toujours en train de se justifier pour dire, écoute, c'est vaudou que t'es bas, nos libertés. Mais c'est parce que ils ont été persécutés pendant longtemps aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de campagnes. Donc, par exemple, professeur Chloméus, ça fait dire, il est l'un des spécialistes de la religion dans la faculté. Mais si vous lisez ses travaux, vous allez voir, il en a beaucoup parlé, même à travers sa thèse de doctorat, beaucoup de campagnes de rejetés, d'accord, où les chrétiens, les catholiques, ils se mettaient ensemble pour, genre, en fait, mettre à mal les vaudous qui veulent exprimer leur foi, leur religion. Donc, mais vous savez, les catholiques, les catholiques et les protestants, parfois ils se battent aussi sur d'autres terrains. Par exemple, vous connaissez la guerre et les catholiques et les protestants qui ont fait beaucoup de morts. Donc, en France notamment, Saint-Barthélemy, je crois. Donc, ça fait beaucoup de morts. Mais pour vous dire quoi? C'est que c'est une question politique, de positionnement idéologique, quand on parle d'identité, d'accord, culturelle, quand on parle d'identité religieuse. Et le mieux à faire dans certaines sociétés, ce qu'on fait, on n'en discute pas. On n'en discute pas pour plusieurs raisons parce qu'on ne serait jamais, jamais, jamais d'accord. Même avec en fait, une pensée plus pacifiste du monde, donc écoute, ça ne va pas passer parce que de toute façon, c'est très polémique quand on parle de ces choses-là. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours d'opposition, donc de différence. Parfois, c'est comme genre, en bon créole, nous quitter euh, moi, n'a créé Côte là dans la mesure où aujourd'hui, ceux qui devraient faire débat, c'est Ariel est au pouvoir depuis tout ce temps. On ne sait pas qu'est-ce qui va en sortir. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui étudient à l'université qui ne peuvent pas suivre des cours parce qu'ils ne peuvent pas aller à la faculté. Problème d'électricité, problème de logement. Vous voyez, il y a de sérieux problèmes. D'accord? Problème de bourse, problème de sécurité, des gangs armés qui, écoute, qui prennent toutes les institutions en otage qui prennent le pays en otage, des gangs armés, des gangs non armés, d'accord? Donc, l'élite politique, l'élite dirigeante de l'université, l'élite politique, en fait, se transforme en des gangs non armés qui sont plus dangereux que les gangs armés. Ce sont les vrais débats auxquels on devrait s'intéresser. Mais là, on est dans des discours en fait, qui n'ont aucun bon sens, d'accord? C'est-à-dire parler de la religion, de sa position en tant que... Non, moi, je pense ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut relancer le débat. D'accord? Quel pays on veut avoir, d'accord? Et puis, à partir de là, on peut repenser ce qu'on appelle l'identité culturelle. Et puis, quand je dis repenser, contextualiser. Et puis, pourquoi pas mettre en valeur ce qu'on a comme culture, comme valeur, comme pratique, et puis pour avancer. Donc, maintenant, euh, sur ce, on dit que l'identité est donc ce qui marque l'unicité et qui fait que chaque individu, d'accord, est différent des autres. L'identité est aussi ce qui rassemble des identiques, des éléments qui se rassemblent et forment alors un collectif. Donc, en Haïti, on parle de deux identités dominantes. Ou du moins, il y a deux variantes de l'identité ou deux manières de concevoir l'identité. On parle d'identité bossale. En fait, quand on parle d'identité bossale, d'abord, il faut dire que l'identité bossale, donc, vous allez trouver ça dans les travaux de Jean Casimir, d'accord, dans les travaux d'Augustin. On va aussi trouver ça dans les travaux de Carlos Elius, d'accord, mais enfin, Gérard Barthélemy aussi. D'accord? Le pays en dehors, c'est un texte important à lire quand vous faites la faculté d'ethnologie. En fait,
de quoi il en est? En fait, qu'est-ce qu'ils disent de l'identité boursale? En fait, ils disent que l'identité haïtienne a eu genre deux trajectoires presque opposées. Donc, et le contexte l'explique aussi parce que quand il y avait l'esclavage, les captifs qui sont arrivés, c'est-à-dire les Noirs qu'on a pris et puis qu'on les force, qu'on voulait les esclavagiser et qui sont arrivés ici, en fait, ceux qui sont nés ici, en fait, quand je dis ici, désolé de le dire comme ça, ceux qui sont nés à Saint-Domingue, ceux qui sont nés à Saint-Domingue, d'accord, ce sont les créoles. Ce sont les créoles, eux, ils s'adaptent, hein, d'accord? En fait, ils prennent plus, comment je peux dire ça? Ils, ils et elles se mettent dans la peau du blanc, ils veulent remplacer le blanc. En tout cas, c'est plus facile pour eux. Donc, les créoles, donc, même s'ils sont esclaves, donc, ils pensent un jour, peut-être que le blanc va les affranchir. En tout cas, là, écoute, ils sont là, donc, mais on ne peut pas compter sur eux genre, pour faire rien dans le système, pour renverser le système. Tandis que les bossals, ce sont ceux qui arrivent d'Afrique et qui ne veulent même pas se faire baptiser. Qui ne veulent pas se faire baptiser, écoute, qui ne s'adaptent pas en fait, au mode de plantation. Donc, écoute, eux, tout ce qu'ils veulent, en fait, ils veulent faire le marrounage. Donc, mais en fait, on va dire, en fait, une fois que le pays est indépendant, donc, ces deux, ces deux manières de faire continuent, en fait, mais ont pris d'autres formes, puisqu'on avait dit que l'identité est dynamique. Ça a pris d'autres formes. Ceux qui sont, en fait, il va y avoir ceux qui vont vouloir prendre tout, d'accord, et puis qui veulent, écoute, le blanc est parti, mais qui veulent s'ériger en de nouveaux colons, d'accord, c'est ce qu'on appelle les créoles, et puis qui, eux, adoptent plus la langue du maître, donc, et puis la religion catholique, protestante. Donc, ça, c'est dans la performativité de l'identité créole. Tandis que dans l'identité bossale, on est plus dans le vaudou, d'accord, qui est une religion qui est contre l'oppression, d'accord, c'est-à-dire qui est aux antipodes de la religion catholique. Et puis, on a la terre, c'est le rapport du vaudouisant avec la terre, le rara, d'accord, qui est une forme d'expression, je dirais, la plus pure de ce qu'on appelle de l'identité bossale, le rappel à l'Afrique, mais également l'identité bossale aussi, c'est l'identité des premiers peuples, ceux qui ne s'y voient pas dans le modèle occidental, qui ne s'y voient pas, qui ne se voient pas dans le modèle du colon. D'accord? Et le Rara exprime cette identité doublement africaine et autochtone. Donc, et puis, c'est ce qu'on appelle médecine feuille, c'est la solidarité, manger cuit pas bien mettre. Donc, c'est le combit, c'est l'africanité, c'est la langue créole. Donc, tout ça fait partie de ce qu'on appelle des marqueurs de l'identité un peu plus boursale, d'accord? Attends, tandis que, ouais, tandis que l'identité créole, je ne sais pas si je l'ai, oui, l'identité créole, c'est un peu plus, ça tend vers la religion du maître, le catholique, d'accord, le catholicisme, la langue française, la langue du colon, la langue des dominants, le rejet de l'Afrique, donc, genre, on ne se voit pas dans nos pères fondateurs, nos pères africains, d'accord, nos descendants. Donc, le blanchiment de la peau, qui est très connu, en fait, qui est très en vogue en Haïti, c'est l'expression de cette identité-là. Donc, c'est se vouloir se rapprocher le plus que possible du, du maître, d'avoir la même couleur de peau que le maître,
Donc, on ne se sent pas à l'aise dans sa peau. Donc, on avait vu pendant un bon bout de temps, la plupart des chefs d'État haïtiens, en fait, faisaient tout, même s'ils étaient noirs, pour avoir une femme à la peau claire. Donc, et ceci, une femme à la peau claire, écoute, ça vaut de l'or en Haïti. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a certains problèmes qui n'ont pas été vraiment résolus. Donc, comme en fait, la performativité blanche imprègne la société. Donc, cette référence à l'Occident, donc, c'est toujours le blanc comme référence. En fait, on peut prendre des affaires qu'on dit en créole et qui ont un poids important. Quand quelqu'un dit, après bon Dieu, c'est blanc. D'accord? Blanc, par contre, fait irer. Monsieur, regarde ça blanc fait. Donc, même en regardant la télé, donc, les choses extraordinaires, d'accord, les légendes, on les attribue aux blancs. Donc, cette référence à l'Occident, d'accord, ça fait partie de ce qu'on appelle la performativité blanche, la performativité de l'identité créole. Donc, c'est ça. Mais par rapport mais ce qui arrive, c'est qu'en Haïti, la lutte politique prend cette forme. C'est-à-dire, il y a toujours les créoles, d'accord, ceux qui s'identifient aux blancs, et le blanc est leur boss, qui dominent les bossales, la majorité qui se rapproche de l'Afrique et qui n'ont rien. Donc, et vous rappelez de la phrase de Dessalines en ce sens. Et ceux dont leurs pères sont en Afrique n'auront-ils rien? Parce que les créoles voulaient tout accaparer. Donc, mais je pense qu'on va arrêter ici et puis reprendre la prochaine fois parce que là, il est déjà 10h06. Donc, la prochaine fois, en fait, on va reprendre avec l'identité créole et bossale pour vous expliquer davantage certaines choses. Donc, merci de votre présence et on dit à un autre cours, merci beaucoup. Merci, professeur, merci. Merci beaucoup à un autre cours. Donc, le cours va être en ligne tantôt. Je vous enverrai le lien. D'accord, merci, Eh, professeur. Ok, merci, Merci, Bonne professeur. professeur. Merci. Non, pas oublier, professeur, parce que nous avons quelqu'un qui te pose des questions, mais c'est message que vous. Ah oui, 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 oui. Merci un pile. Attends, bon moyen pour faire ça. Merci un pile pour ça. Merci un pile. Merci un pile pour point ça au soulever. Bon, regardez moi. Ok. Bon, regarder questions yo. Bon. Bon, moi, ça, c'est moi de ma qui n'a pas terminé par une charge. Bon, il faut commencer à 8h, terminer à 10h. Donc, bah, comme café moins que ça, sincèrement. Attends. Ok. BW, mais. Ok, c'est Babi Wagner-Son-Pierre. Ok, Wagner-Son-Pierre. Donc, je note, et puis, Wagner-Son-Pierre, merci. Qui d'autre avait posé de questions? Oh, très belle question. Donc, c'est comment je peux faire pour garder les questions? Ok, je vais les garder. Parfait. Donc, écoute, les amis, je vous dis merci. Donc, je sais que c'est difficile pour. Oh, attends, juste avant, je vais juste prendre la présence, s'il vous plaît. Restez pendant un instant. C'est juste une capture d'écran. Parfait. Parfait, vous pouvez partir maintenant. C'est bon.